Herztöne, battement de cœur, le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes. Bonjour. Donc comment je me sens par rapport à demain, j'ai beaucoup d'intérêt. Je pense que c'est une question qu'on n'aborde pas énormément puis qu'on rencontre quand même dans la pratique. Je me réjouis de pouvoir justement avec les patients simuler, peut-être avoir des clés de communication, autant envers la victime que peut-être pour aussi l'auteur des faits et débriefer là-dessus. Voilà, merci beaucoup, à demain. Bonjour, du coup je vais tenter de répondre à cette question. Comment est-ce que j'appréhende la formation sur les violences domestiques avec une patiente simulée, dans quel état d'esprit ? Je dirais que je suis très intéressée parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur et pour lequel je suis très heureuse de pouvoir me former et en savoir un petit peu plus sur le sujet. Après, je dois dire que j'appréhende quand même, il y a quand même de la peur, déjà par le fait c'est pas de l'évaluation, mais de devoir passer devant d'autres personnes, tout ça, donc il y a un peu d'appréhension par rapport à ça, et puis aussi parce que c'est un sujet qui est lourd et qui, moi, me touche beaucoup émotionnellement, donc je sais que ça sera très intéressant et je serai très heureuse de pouvoir participer à ça. Mais ça sera stressant, voilà. Je me réjouis, je pense que c'est une chance de pouvoir se confronter à des situations comme celle-ci en simulation. Et d'un autre côté, je me demande à quel point le biais de simulation sera grand. Parce que dans le fond, à quel point on peut simuler être victime de violence et rendre ça réel. Mais on verra bien. De toute façon, c'est toujours stressant et n'importe quelle simulation est stressante. Donc voilà. Alors je dirais que je suis curieuse de voir ce que l'application de la théorie qu'on voit à propos des violences, elle donnera dans une pratique simulée, parce que c'est un sujet compliqué et puis c'est délicat. Et donc pour nous aussi c'est difficile de savoir comment bien faire. Mais sinon je me réjouis de pouvoir voir justement un exemple de situation plus concrète pour avoir une idée de comment m'y prendre dans la vraie vie, parce que ça peut aider et puis même sauver des femmes. En Suisse, toutes les 2 semaines, une personne meurt des suites de violences domestiques. Et dans 3/4 des cas, il s'agit de femmes. Souvent, c'est au cours d'une grossesse que les violences, notamment physiques, commencent. Les sages-femmes ont donc un rôle crucial à jouer dans le dépistage des violences domestiques. Je m'appelle Jeanne Ray et pour cet épisode, je fais la rencontre de 12 étudiantes sages-femmes. Elles sont en 3e et dernière année de leur cursus à la Haute École de Santé de Genève. En ce moment, elles suivent une formation sur les violences domestiques et sur leur dépistage, et c'est dans ce cadre que je les retrouve au Centre interprofessionnel de simulation à Genève. Ici, médecins et soignants de demain et d'aujourd'hui se forment par simulation sur des mannequins programmés pour réagir aux gestes et aux traitements, ou bien avec des patients et patientes simulés, comme c'est le cas aujourd'hui. La patiente simulée est une comédienne qui joue une femme enceinte en visite à l'hôpital pour une consultation de grossesse. Son rôle et le scénario de cette consultation ont été préparés à l'avance avec Ornella Rouverol et Sandrine Racine, les enseignantes qui encadrent cette matinée de simulation. C'est bon, tout le monde est là. Coucou. Alors, prenez place. Ce matin donc, les étudiantes se retrouvent pour s'exercer au dépistage des violences domestiques. Comment poser la question des violences, comment trouver les bons mots et comment accompagner la patiente dans une prise de conscience parfois complexe. Et tout cela sous les yeux de leurs camarades et de leurs professeurs. Une mise à nu qui n'a rien d'évident, que ce soit pour la patiente comme pour les futures sages-femmes. Bonjour à toutes, comment ça va ce matin ? Ça va. Allez, on remet le cadre. Donc, premier cadre de cette matinée ensemble, une pratique simulée. Donc ça, vous avez l'habitude vu que vous êtes en fin de cursus. Le but pour vous, c'est vraiment, on va créer de la matière ensemble et donc d'y aller vraiment avec toute la sécurité dont vous avez besoin.
Il n'y a pas juste, il n'y a pas faux. Et vous allez voir qu'il y a plein de routes possibles à emprunter et de chemins possibles. Et donc l'idée, c'est pas de se juger les unes les autres, les uns les autres. Je dirais même, le maître mot, c'est comme toujours expérimenter. Parce que vous connaissez évidemment plein de choses théoriques. Vous avez vécu plein de choses en formation pratique. Et du coup, c'est comment vous pouvez assembler tout ça pour gagner en efficience et en confort de pratique. Rien n'est obligatoire et là c'est notre deuxième cadre. La thématique, elle peut être un peu rugueuse, un petit peu voilà, c'est pas forcément facile. Donc cette pratique simulée, elle n'est pas obligatoire, on va pas forcer quelqu'un à y aller. On vous encourage à vous lancer parce que forcément des situations de violence, vous allez en avoir dans votre pratique, vous l'avez vu, vous avez compris. La violence, ça concerne beaucoup de monde, en fait ça nous concerne toutes, on peut quasiment le dire. Et donc forcément, c'est quelque chose que vous allez rencontrer. Et donc, je vous encourage vraiment à vous jeter à l'eau pour aujourd'hui. Une pratique simulée, c'est une occasion de créer tout un contexte et un environnement du comme si. Sandrine Racine. Ça veut dire, au travers d'une thématique donnée, il faut définir quels objectifs on aimerait atteindre avec le scénario et construire un scénario pertinent. Et puis concrètement, le jour J, eh bien, il y a deux espaces. Il y a l'espace de l'action proprement dit, où on recrée en contexte de consultation, de salle d'accouchement, de chambre postpartum. Ça veut dire il y a un décor, une scène. L'ensemble du groupe est dans la salle débriefing et puis la patiente simulée est dans l'autre salle. Et il y a une retransmission audio-vidéo entre les deux salles. Et ce qui fait que l'étudiante qui va se mettre en situation, elle quitte le groupe et elle se rend dans une salle où elle est seule avec la dame comme en situation réelle. Et du coup, une fois qu'on interrompt la simulation, elle revient, elle quitte la salle où se trouve la patiente simulée, elle revient dans le groupe, dans la salle de débriefing, et là, on élabore ensemble, et voilà, ainsi de suite, autant de fois que nécessaire. Donc, la situation. Donc, vous êtes sage-femme, on est dans un cadre hospitalier. Là, pour le coup, vous êtes en consultation prénatale aux hôpitaux universitaires de Genève. Et Madame Toulipé a rendez-vous aujourd'hui pour sa deuxième consultation prénatale. Elle sera à 16 semaines d'aménorrhée et 3 jours. Vous venez de croiser dans le service une de vos collègues sages-femmes qui a reçu Madame Toulipé il y a 4 semaines pour la première consultation de grossesse, donc pour l'ouverture de dossier. L'examen obstétrical était normal. En revanche, votre collègue vous rapporte son inquiétude concernant cette patiente. En effet, elle l'avait trouvée très triste, recroquevillée sur elle-même, elle avait l'air d'avoir peur de tout. Lors de cette dernière consultation, Madame Toulipé avait aussi fait quelques allusions au caractère parfois difficile de son mari qui n'a pas beaucoup de patience, mais sans aller plus loin. Votre collègue est très ennuyée car elle-même n'a pas eu le temps d'investiguer davantage la nature de la relation conjugale de Madame Toulipé et elle est très inquiète car elle se demande si celle-ci n'est pas victime de violences conjugales. Voilà la situation. Est-ce que vous avez des questions ? Vous allez avoir donc un petit papier avec le dossier avec des informations et puis après à vous de faire connaissance aussi avec Madame Toulipé. Est-ce que quelqu'un aurait envie de se lancer spontanément ? Allez, je sais, courage. Jetez-vous à l'eau. Jenna, allez, merci Jenna. Donc tu vas rentrer, tu es en salle de consultation. Comme tu peux le voir, il y a un bureau, il y a le dossier, tu as à disposition des flyers, des choses comme ça. Ouais. Tu n'as pas de matériel obstétrical à purement parler. Ok ? Ok. Allez. Bonjour. Madame Tulipé ? Oui. C'est bien ça ? Oui. Je suis Jenna, étudiante sage-femme. On va faire la consultation ensemble aujourd'hui ? D'accord. Comment vous vous sentez ? Ça va. Ça va ? Comment se passe la grossesse ? Elle se passe bien. Rien de particulier ? Vous me paraissez un petit peu... Vous avez les sourcils froncés, ça va ? Oui. Ouais ? Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous aimeriez qu'on parle avant de continuer la suite ? Non, vous n'avez pas de demande particulière ? Non. Ok. Bon, alors, je continue avec mes questions, ça va pour vous ? Donc c'est une deuxième grossesse, c'est juste ? Oui.
Ouais, c'est la première fois qu'on se voit. Ok. Un premier enfant? Un garçon, une fille? Mon premier enfant, c'est une fille. Une fille, ok. Elle a quel âge? Elle a 3 ans. Elle a 3 ans, ok. Elle s'appelle comment? Dolores. Dolores. Ok. Et comment ça se passe avec Dolores? C'est pas facile tout le temps. C'est fatigant. Ouais. Vous habitez toutes les deux? Il y a d'autres personnes avec vous à la maison? Non, on habite avec mon mari. Et comment ça va à la maison? Ça va. Ça va? Ok. Lui, il s'occupe aussi de Dolores? Un petit peu? Un peu les week-ends, mais la semaine, il travaille. Ok. Il fait quoi comme travail? Il est cadre dans une banque. D'accord. Ok. Vous travaillez? Non. Non, vous travaillez pas. Vous êtes à la maison avec Dolores, c'est ça? Ok. Elles ont déjà en fait une journée théorique la veille, elles ont déjà énormément d'apports. Ornella Rouverol. Sur les connaissances, les savoirs, sur une idée du cadre et de comment aborder la question. Et là, le but dans cette pratique simulée, c'est vraiment de mobiliser leur savoir, leurs connaissances et ce qu'elles ont l'habitude de faire, et puis de voir comment ça se traduit plus concrètement dans leur corps, dans leur communication verbale, non verbale, dans leurs émotions, peut-être dans leurs ressentis aussi. Et puis, ça leur permet de tester là, en l'occurrence ici dans notre scénario, elles doivent beaucoup travailler plutôt la communication et la relation avec la femme, et du coup c'est de tester et de voir qu'est-ce que les mots, qu'est-ce que ma posture produit sur l'autre, et du coup elles vont pouvoir vraiment observer sur la comédienne, mais qui du coup est quand même un être humain aussi avec un ressenti, qui même à travers le rôle va quand même plus ou moins réagir, et du coup elles vont complètement expérimenter le résultat de leur communication, de leur posture et de ce qu'elles auront envie d'amener. Vous arrivez à me raconter un peu une journée type, par exemple, je sais pas, un jour de semaine, comment ça se déroule? Pourquoi on parle de ça en fait? Moi je viens juste pour la consultation, quoi. Ouais. Moi ça m'intéresse de savoir comment vous vous sentez dans cette grossesse-là, et puis j'ai envie de savoir comment est votre environnement, si vous vous sentez bien, puis vous me paraissez un petit peu, je sais pas, stressée, du coup je pose des questions. C'est juste la fatigue, je suis enceinte, j'ai un premier enfant, voilà, c'est tout, et ça se passe bien. Ouais, ok. T'en vas? C'était court. Merci. Ouais, c'est déjà beaucoup à débriefer. Merci. Merci. Cette sensation. Comment c'était pour toi? C'était bien. En fait, c'était très difficile de me heurter à quelqu'un qui est dans le refus de parler, quoi. Et c'est super difficile de trouver des moyens d'approche. Puis du coup, elle dit, mais en fait, je comprends pas pourquoi on me pose toutes ces questions. Moi, je savais pas quel outil utiliser, je savais pas quoi faire pour rentrer en matière, enfin, pour qu'elle s'ouvre, en fait. Enfin. Et est-ce que tu avais des pistes sur comment poursuivre, ou bien... Bon, je pense qu'il y avait un petit peu un biais dans le sens où je savais qu'il y avait un problème. Mais bon, si je vois une femme qui a ce non-verbal-là, je pense que je voudrais pas passer à autre chose. Mais je pense que... Ce non-verbal? Mais j'ai même pas vu ses yeux, quoi. Elle m'a même pas regardé. Enfin, fermée, repliée sur elle-même. C'est ça qui est difficile, je pense. Quand l'étudiante, elle revient de la partie simulation, la première partie où elle exprime comment c'était pour elle de se retrouver dans cette situation, à quoi elle a été confrontée et tout ça, eh bien, c'est vraiment l'objectif de ça, c'est lui permettre de réintégrer le groupe, de retrouver une confiance suffisante pour qu'on puisse réfléchir sur ce qui s'est passé dans la situation sans qu'elle risque de se sentir jugée sur sa pratique ou sur qui elle est comme professionnelle ou comme ça. Donc c'est vraiment de recréer de la sécurité pour tout le monde, y compris celle qui vient de passer, et donc de s'exposer, parce que même si elle la voit pas, la caméra, elle le savent en arrière-fond que
c'est elle qu'on regarde. Et c'est très exposant. Donc, voilà, la première étape du débriefing, c'est créer la relation de confiance pour pouvoir réfléchir sur le sujet. Les autres, qu'est-ce qui vous est venu en observant cette première expérience ? Moi, j'ai trouvé très intéressant le fait qu'elle rebondisse en parlant de sa fille, voir un peu si c'était la première grossesse ou pas, comment elle allait avec sa fille à la maison. Et en fait, ça lui a laissé une porte ouverte pour un peu chercher en fait une piste. Est-ce que c'est de l'épuisement parental ou est-ce que c'est autre chose ? Moi, j'ai trouvé super aussi la manière de nommer vraiment la fille. Par son prénom, Dolores et tout ça, et d'essayer de créer cette intimité malgré quand même cette résistance de la patiente là, et puis d'essayer d'investiguer en essayant de la faire décrire une journée type. Je trouvais super intéressant, mais ouais. Difficile. Ouais. Peut-être que la journée type, c'était un petit peu trop tôt comme question. C'était une bonne idée, cette piste-là. Qu'est-ce que tu as eu comme réaction ? Elle s'est braquée, dans le sens, mais pourquoi on me pose ces questions ? Enfin, je n'ai pas à me justifier ici. Enfin. Donc la première étape, quand on commence un entretien, une consultation, enfin quel que soit, c'est quoi les grands concepts et les grandes lignes ? Le but, c'est d'établir une relation de confiance, en posant le cadre, en se présentant, en expliquant ce qui va se passer. Enfin... Et donc du coup, par rapport à ce qui s'est passé avec cette dame, qu'est-ce qui vous vient ? Dans un sens, c'était compliqué parce que vu que la dame a été fermée, elle est partie sur en gros un peu pourquoi vous êtes fermée, voilà, elle est partie là-dessus. Et peut-être qu'on n'a pas. Ça a eu comme impact. Ça a fermé. Quelle est votre hypothèse ? Il n'y a pas eu de lien qui a été créé encore. Enfin, c'était trop tôt. Et du coup, elle n'allait pas s'ouvrir à ce moment-là. Enfin, si le cadre il est posé avant, peut-être si on dit avant ce qui se passe dans cette consultation reste là, on n'est même pas tout obligé d'écrire dans le dossier. Et ça va durer tant de temps et ça va se passer comme ça, peut-être ça la met en confiance. Peut-être. Hein, je sais pas. Une première piste. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites systématiquement dans n'importe quelle consultation ? On crée une matière à sculpter. En fait, la personne crée une matière, revient avec quelque chose et le groupe petit à petit va apporter sa touche, va modeler pour qu'on arrive quelque part à une réflexion conjointe, collective sur comment pour faire mieux, faire différemment, faire quelque chose qui serait plus optimal. Et donc souvent le débriefing, c'est à la fois un débriefing personnel, puis une co-construction avec les observations du groupe. Et puis nous, notre rôle en tant qu'enseignante, c'est animer, relancer et parfois, quand c'est nécessaire, peut-être faciliter les liens entre ce que les personnes amènent et la théorie par ailleurs, et de faire des ponts entre d'autres enseignements et de faciliter un peu les liens théorie-pratique, disons. Après, il y a un point que j'ai gardé depuis un stage que j'ai fait en gynécologie, où en fait, elle disait en début de consultation, à chaque fois, quand elle posait justement le cadre, que si on pose des questions et qu'elle ne comprend pas pourquoi on la pose, que la femme, elle doit vraiment se sentir libre de demander pourquoi on a ça, parce que nous, on a notre logique, et que du coup, elle ne se sente pas, en fait... dans un interrogatoire. Parce que finalement, quand vous posez le cadre de façon plus précise, quand tu utilises cette phrase-là de dire « j'ai ma logique, sentez-vous légitime à m'interroger », tu dis « il ne faut pas que ce soit un interrogatoire ». Du coup, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Qu'est-ce que ça crée comme effet par rapport justement aux questions qui vont arriver après ? Le même niveau. On est au même niveau. Et pourquoi la personne en face, elle trouverait que ces questions, c'est pas un interrogatoire, mais que du coup, c'est des questions... Qu'est-ce qui vient... C'est qu'il y a un sens derrière les questions. En fait, vous donnez du sens à vos questions. Et donc, comment on pourrait s'y prendre pour donner du sens au moment... Ok, ça s'est passé comme ça s'est passé. On a été peut-être un petit peu vite dans le recueil de données. Ok, ça arrive régulièrement, c'est la vie. Et donc, du coup... On se retrouve là et la dame nous dit « Ouais, mais bon, c'est bon, moi je viens pour une consultation de grossesse et pourquoi vous me posez toutes ces questions ?» Qu'est-ce qu'on répond là ? Qu'est-ce qu'on peut répondre pour donner du sens ? Moi, j'aurais expliqué qu'en fait, notre rôle, c'est de veiller au bien-être du bébé, mais aussi de la maman, et que du coup, lui demander comment elle va et comment ça va dans sa vie fait partie en fait des questions qu'on pose à toutes les personnes, que c'est pas spécifique en fait à elle, mais que on va toujours faire ça. On va vraiment investiguer tous
tous les axes en fait pour qu'on puisse en fait l'accompagner au mieux dans cette grossesse. C'est une super proposition. Qu'est-ce que ça vient créer comme effet ? En fait, elle est considérée comme n'importe quelle femme. Elle est considérée comme n'importe quelle femme. C'est une consultation générale, entre guillemets, et pas que centrée là-dessus. Exactement. Et du coup, ça va avoir pour effet quoi sur la femme en face ? Elle se dit, du coup, c'est des questions normales, et moi, je pense que là, elle s'ouvre un petit peu plus. Et donc, je suis normale, oui. Et c'est une consultation de grossesse normale. Et ça, c'est un premier effet. Puis l'autre effet, ce qu'on a dit tout à l'heure, elle vient redonner quoi, en fait Du sens aux questions, à l'investigation. Et du coup, si on revient à ce qui s'est passé, au moment où la dame, elle a quand même posé cette question de mais pourquoi vous me dites ça comme ça ? Qu'est-ce que vous avez pensé des réponses de Jenna ? J'étais très mal à l'aise à ce moment-là. Tu arrives à savoir qu'est-ce qui te rendait mal à l'aise ? Il fallait que je me justifie. Exactement. Et c'était quoi la pensée ou les pensées qu'il y avait derrière ? Tu arrives à les identifier ? Je crois que c'est face à sa réaction. Enfin, je me suis dit, si elle réagit comme ça, elle se braque. Et. Enfin. Ça veut dire que j'ai mal fait les choses. Mais mal fait pourquoi ? On est dans le mauvais rôle parce qu'on veut la sauver. Parce qu'en plus de ça, on a le biais qu'on sait qu'il y a un truc de violence derrière et qu'on se dit il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on l'aide, il faut qu'elle s'en sorte. Et on devrait plutôt être dans la communication. Oui, parce que quand on a nos petites voix là qui nous disent ouais, c'est pas tout à fait bien. Bien sûr que cette petite voix, elle apparaît parce qu'elle est stimulée par le comportement. Et puis je dirais, c'est aussi une manière de leur permettre de peut-être voir comment elles peuvent articuler leurs différents rôles. Ça veut dire sage-femme, il y a 7 rôles: experte, communicatrice, collaboratrice, promotrice de la santé, manager, professionnelle et apprenant formatrice. Et du coup, c'est aussi de pouvoir conscientiser quand je mets en place telle action ou que j'ai tel propos, quelle est la casquette prioritaire que j'ai sur la tête. Est-ce que c'est la communicatrice qui est prioritaire et experte, par exemple, et au service de communicatrice, ou est-ce que c'est promotrice de la santé qui est aux commandes? Et du coup, il y a aussi manager qui doit gérer le temps de la consultation et de voir quel temps j'ai pour quelle étape par rapport à l'ensemble de ce que je dois faire dans mes 30-45 minutes de consultation. Donc, ça leur permet aussi de voir comment mobiliser quel rôle finalement, à quel moment et peut-être de pouvoir aussi clarifier plus facilement à travers cette découpe en rôle quels objectifs elle cherche à atteindre avec telle action. Et par rapport aux infos que vous aviez déjà à ce moment-là, comment on aurait pu encore renforcer ce sens par rapport à la proposition de Jenna qui disait mais vous avez l'air stressé, et juste avant je crois que au tout début elle lui a dit à un moment donné vous avez le sourcil froncé, est-ce que ça va? Introduire ça dans la fatigue. Ouais, exactement. On peut vraiment être, quand on est en train de donner du sens à pourquoi on pose des questions, c'est parce qu'on peut aussi déjà mettre les différentes thématiques qui font que, ok, son non-verbal, il nous interpelle, parce qu'on sait que pendant la grossesse, il y a plus de risques, on peut déjà le mettre là, d'être concerné par de la violence, puisqu'on sait que les violences, elles augmentent plus par la grossesse, mais par la dépression, l'anémie, voilà. De pouvoir nommer un peu différentes connaissances où cet état de fatigue, ça nous alarme en fait. Il faut se poser la question, est-ce qu'elle a des nausées, vomissements majeurs et en fait elle ne s'est pas nourrie depuis plusieurs jours? On peut penser à plein d'autres pistes. En fait, c'est un peu ce que vous faites dans votre tête. C'est juste que peut-être de le verbaliser à la personne en face, c'est pareil, de nouveau, ça redonne du sens et ça rouvre et ça déstigmatise. Et le fait de partager notre raisonnement clinique et ce qui se passe en nous par rapport à ce qui se passe en vrai, ça aide à être ensemble en fait. Et ça contribue aussi à la relation de confiance.
Juste pour, je reprends pour Jenna, on a demandé à cette comédienne d'être particulièrement fermée et c'est notre demande qu'elle soit difficile et que vous preniez des portes en fait. Hein. C'est pas notre objectif, c'est pas que vous preniez des portes, mais l'objectif c'est de vous préparer à toute situation et notamment les plus difficiles. D'ailleurs, cette pratique simulée, elle a été créée à partir d'un cas réel. C'est ma collègue avec qui je faisais avant la pratique simulée qui avait vraiment rencontré cette femme-là dans sa pratique. Voilà. Je vais aller dire à la patiente qu'on va recommencer. Mais pourquoi ça stresse autant alors qu'on vient de dire tout ce qu'il fallait faire? Mais une angoisse, mais pourquoi? Allez, c'est bon. C'est bon? Ok. Allez, quand tu veux. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Lisa, je suis étudiante sage-femme. Je peux m'asseoir? Oui. Enchantée, vous êtes Madame Tulipe Maria, c'est bien juste? Toulipé, oui. Toulipé, pardon, excusez-moi. Du coup, on se voit aujourd'hui pour votre deuxième consultation de suivi de grossesse, c'est bien juste? Oui. Pendant les consultations de suivi de grossesse, c'est des consultations qui durent en général 45 minutes. Le but, c'est de s'assurer du bien-être des bébés, bien sûr, mais aussi des mamans. Et du coup, à cet effet, je vais poser plusieurs questions. Et le but, c'est que si vous ne comprenez pas pourquoi je pose une question, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Et puis, voilà, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans les explications, à n'importe quel moment, il ne faut pas hésiter à me le dire. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Ça va. Ça va. Comment se passe la grossesse jusque maintenant? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Du coup, si au niveau de votre santé, ça va, on va faire le contrôle du bébé aussi après. Mais je vais un petit peu investiguer aussi comment ça se passe à la maison et comment ça va avec votre fille et votre conjoint. Je sais pas si c'est la simulation, mais en fait, je devais beaucoup réfléchir. En pratique, j'ai pas l'impression que je réfléchis autant à ce que je dis. Et là, je devais tout le temps réfléchir parce que j'avais peur de dire des choses qui allaient la renfermer. Et du coup, c'était un peu... C'est pas très naturel, quoi. C'est intéressant aussi ce que tu relèves là par rapport à... On a l'habitude d'utiliser le langage verbal et en fait... Il y a tellement de choses qui émanent du non-verbal de la femme que, en fait, ça nous éloigne de notre attitude corporelle habituelle, qui est plutôt enveloppante, qui est plutôt comme ça, parce qu'on turbine dans notre tête. Comment ça se passe à la maison? Ça va. Ça va. Okay. Vous me dites ça va, mais j'ai l'impression que c'est un petit ça va. Est-ce que je me trompe? Non, c'est juste que c'est fatigant. Et là, aujourd'hui, vraiment, je me sens fatiguée. Mais ça va, ça se passe bien. Vous vous sentez fatiguée? Oui. Je sais pas, je suis enceinte, j'ai un enfant de 3 ans. J'ai l'impression que c'est pas non plus extraordinaire d'être fatiguée, quoi. Pour vous, ça sort pas de l'ordinaire, si je comprends bien. Ok. Vous arrivez un peu à mettre des choses en place pour être un peu moins fatiguée? J'y ai pas pensé. Vous y avez pas pensé? Moi, c'est 2 fois où en fait la patiente a répondu ça va. La première fois, elle a pas investigué plus que ça. Elle a dit ah d'accord. Alors que la deuxième, elle a dit ah j'ai l'impression que c'est un petit ça va. Et elle lui a demandé en fait d'en dire un peu plus. Et je trouvais ça vraiment bien parce que du coup, ça montrait que elle a décelé que c'était pas forcément une réponse très développée, sans forcément en fait apporter de jugement. Et du coup, elle a permis à la patiente de... Pourquoi ça en effet, parce que si elle avait dit juste c'est un petit ça va, ça, je suis pas sûre qu'on aurait eu l'ouverture. Et là, il y a eu une petite ouverture et il s'est passé quelque chose de l'ordre de la relation et de l'ouverture. Et elle a commencé à dire je suis un petit peu plus fatiguée, c'est vrai que c'est pas facile. Et là, elle a commencé un peu oui, on rame. Mais elle s'est ouverte. C'était une manière d'exprimer ta congruence. J'ai l'impression que c'est un petit ça va, c'est du partage de toi, en fait. Et tu l'as gardé chez toi. Justement, tu l'as pas projeté sur elle. J'ai l'impression que c'est un petit ça va, ça c'est mon côté de la rivière,
Est-ce que je me trompe? Eh ben, je vais vérifier si de votre côté de la rivière, c'est aussi comme ça. Donc c'était vraiment excellent. Et là, ça a ouvert un peu la porte. Comment vous expliquez, ou c'est quoi vos hypothèses sur l'attitude non verbale de cette femme? Verbale et non verbale d'ailleurs. Elle est peut-être méfiante. Pourquoi? Elle a une première fille, peut-être que si elle est victime de violence, elle a peur que si ça se sait, on lui retire sa fille. C'est ça. Donc en fait, elle est de base, et ça vous y pouvez rien, elle est de base dans une posture avec un mécanisme de défense qui est très fort. Qu'est-ce que vous avez comme outil, ça veut dire comme connaissance, qui vous permettent de pouvoir amener le sujet d'une manière qui permette à l'autre éventuellement de donner une réponse qui correspond vraiment à sa situation? Mais en fait, on est soignant, quoi. Oui, du coup, on a ce rôle à la santé. Ouais. C'est ça, quoi. À la violence parce que ça a un impact sur la santé. Parce que la violence a un impact sur votre santé physique, psychique, ainsi que celle de votre fœtus, celle de vos enfants et celle de votre famille. En tant que sage-femme, je suis un professionnel de santé. C'est aussi un enjeu de santé publique. C'est pas anecdotique. C'est pas anecdotique. Ça touche. C'est une femme sur 5. Une femme sur 5, c'est même plutôt une femme sur 3. Une femme sur 3 sont concernées par des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie au niveau planétaire. Et si on élargit la violence, est-ce que de la violence psychologique et de la violence verbale a des conséquences sur la santé? Oui. Si on élargit à la violence de façon très globale, de façon on va dire polymorphe, telle que vous l'avez vu hier en cours, vous avez vu que ça pouvait prendre des formes et des contextes très variés, ça concerne beaucoup de monde. En fait, on y sera toutes sujettes dans certaines mesures à un moment de notre vie. Exactement. Et donc, c'est pour ça que vous posez la question. Maintenant, si on reprend un petit peu tout ce qu'on vient de mettre en évidence, comment on pourrait aussi arriver à cette question? Est-ce que c'est trop abrupt de lire le dossier et puis de dire je vois que la question des violences n'a pas été investiguée et de lui dire je vous pose des questions pour telle raison, est-ce que vous êtes ou vous avez été victime de violence? Voilà, par exemple. Et quel est le risque si on le pose comme ça? C'est qu'elle n'a pas spécifié tous les types de violences et qu'en fait souvent quand on dit violence, les personnes restent sur les violences physiques ou peut-être sexuelles, mais que du coup en fait elles vont pas prendre en considération le fait qu'il y a les violences psychologiques, les violences financières, enfin que c'est vraiment plus un spectre de violence que juste une violence, celle qu'on connaît de le conjoint qui va frapper sa femme. Et donc quel est le risque pour vous en posant la question comme ça? Qu'elle dise non. Qu'elle dise non alors que c'est oui. Et puis il y a un autre risque. C'est le terme victime de violence. On se rend compte en débriefant et en co-construisant avec les étudiantes que le mot victime est très connoté et va produire un effet massif et que la violence finalement, elles l'ont vu aussi en théorie, mais c'est un spectre très large et que la définition des violences peut être aussi très variable d'une personne à l'autre et qu'on peut tout à fait être dans des situations de violence sans en avoir conscience et que finalement le terme violence a une partie qui est de l'ordre de la représentation, des croyances, qui peut être très variable et donc qu'il y a peut-être des mots plus concrets et plus factuels qui vont permettre d'atteindre notre objectif de dépistage. Comment on pourrait formuler différemment la question pour que l'impact de la question soit moins grand? Comment on peut éviter ça? Dire est-ce que vous avez vécu ou vous vivez actuellement des violences? Juste le terme vivre? Oui. Est-ce qu'il y a de la violence dans votre foyer ou autour de vous? Ouais. Ou est-ce que vous avez été touché un jour dans votre vie? Oui. Ou aujourd'hui par la violence? Par la violence, par un épisode de violence. Est-ce que vous vous sentez concerné par la problématique de la violence? Bonjour. Bonjour. Je me présente, moi c'est Amélie, étudiante sage-femme. Alors aujourd'hui on va faire, comme vous avez déjà fait la dernière fois, donc une consultation prénatale où on va passer environ 45 minutes ensemble pour un peu faire le tour de la situation.
en fait, d'externaliser le problème et de dépersonnaliser le problème, c'est-à-dire de ne pas mettre forcément la problématique de la violence comme forcément, vous êtes forcément une victime, un témoin, un auteur de la violence, mais d'externaliser un petit peu ça, puis d'être plus large sur est-ce que vous vous sentez concerné, est-ce que vous avez déjà vécu des événements, des épisodes de violence, et quand je parle de violence, alors là, il faut aussi dire c'est quoi violence, puis qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose. Puis là, à vous aussi de trouver les mots pour vulgariser le terme de violence. Qu'est-ce que vous entendez par violence ? Si je continue, du coup, la question d'après, c'est au sujet des violences. Donc en fait, j'aimerais savoir si vous avez été touché par des épisodes de violence ou si c'est encore le cas aujourd'hui. En fait, je parle de ça parce qu'on sait que la grossesse est vraiment quelque chose qui peut ressasser en fait des épisodes passés ou qui peut vraiment se faire poser des questions. Et c'est aussi un moment où en fait on est là pour prendre soin de vous. Donc si vous en ressentez le besoin, on peut vous accompagner. J'avais l'impression que la patiente était très à l'écoute quand j'expliquais pourquoi je parlais de la violence. Enfin, dans son non-verbal, elle a hoché un peu la tête vers moi. Elle était plus réceptive. Même nous, à travers la caméra, on a pu l'observer. Elle a quand même commencé à lever un peu la tête, à regarder un peu Amélie. Et c'est comme si on avait l'impression qu'elle allait répondre oui. Donc est-ce que par rapport à ça, vous avez quelque chose à partager ? Non. Non ? Ok. Et même nous, dans la classe, on était là, oh non, enfin, c'était vraiment, on était en tension jusqu'à ce qu'elle réponde. Pourquoi finalement cette dame, elle a répondu non ? Je sais pas, mais peut-être qu'elle subit des violences psychologiques, par exemple, et puis que du coup elle s'est pas sentie concernée par la question. Comment on peut faire pour être encore plus facilitante, en fait, vulgarisante dans les mots qu'on utilise ? Comment on peut traduire ça avec des exemples très concrets, quoi ? Qu'est-ce que vous pourriez dire ? J'allais dire, donner des exemples. Est-ce que... vas-y. Est-ce que... on vous a déjà frappé ou est-ce que vous avez déjà reçu des coups, est-ce on vous a déjà insulté, est-ce qu'on vous a plutôt tiré vers le bas, etc. Donc donner des exemples, ouais. Du coup, je te vois utiliser les rouges, quoi. La petite, donc la roulette des violences ou la love boussole, c'est chez Profa dans le canton de Vaud, là c'est la roulette du canton valaisan, mais par exemple utiliser cet outil-là et de dire quand je parle de violence, en fait, je parle de ces propositions-là qui sont dans le rouge, vous voyez, sur mon outil. Là, les exemples qu'on a, par exemple, ce serait, je tirer les cheveux, et puis on peut se servir de ça. Alors, soit vous avez des exemples en tête, soit vous prenez quelque chose, et puis vous citez des exemples. Ton ou ta partenaire t'insulte, te pousse, te secoue, te frappe. Pète les plombs lorsque quelque chose lui déplaît. Menace de diffuser des photos intimes de toi. Te menace de te faire du mal. Ou pire, t'oblige à avoir des relations sexuelles ou certaines pratiques sexuelles. Menace de se suicider si tu le ou la quittes. Tu te sens insécure, forcée, prise au piège, isolée. Et là, il y a aussi cette idée-là où on reprend quelque chose de l'ordre de... On n'est plus chez moi ou chez toi dans des choses qui sont de l'ordre du ressenti ou peut-être du jugement, mais c'est vraiment factuellement. J'ai un outil qui a été créé par un collectif, par un cadre. C'est quoi le cadre qui nous dit que c'est de la violence, en fait ? Les autorités, c'est la loi, en fait. Bonjour, je suis Vanessa, je suis étudiante sage-femme. Donc, on est là pour le contrôle de votre grossesse. Vous êtes à quel terme aujourd'hui, vous savez ? Je suis à 4 mois, un truc comme ça. 4 mois, d'accord, ok. Donc là, on remet aussi, on redonne du cadre et on redonne quelque chose de l'ordre de la déstigmatisation, de l'externalisation du problème qui permet de se sentir potentiellement plus concerné. Je vous laisse peut-être regarder cette roulette. Vous voyez un petit peu dans le côté relationnel du couple, des attitudes qui ont envers, plutôt des choses acceptables, normales. Et puis ça, c'est un peu des exemples de choses, de comportements qui seraient un peu plus problématiques. Ton ou ta partenaire se moque de toi, de ton look ou de tes idées. T'interdit de voir tes amis. Est jaloux et possessif. Il ou elle t'ignore ou te dévalorise en public. Ton ou ta partenaire fouille ton téléphone. Veut savoir où et avec qui tu es. Tu te sens contrôlé. Accusé. Rabaissé. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse juste de regarder ? J'ai regardé. Vous avez regardé ? Ok.
Et est-ce que pour vous, il y a des choses qui vous parlent là-dedans, qui évoquent quelque chose que vous pourriez éventuellement vivre dans votre foyer? Non, nous des fois on se dispute, mais voilà, comme tout le monde, j'imagine. Ouais, c'est sûr que la vie de couple, surtout quand il y a un enfant qui est là, c'est pas évident. Puis c'est vrai que c'est quelque chose, ça touche toutes les familles. Mais c'est des disputes. Est-ce que c'est accompagné de cris ou de gestes qui seraient plus déplacés? Non, je dirais pas du tout que c'est déplacé. Après, oui, une dispute, souvent, ça s'accompagne de cris. Bah oui, enfin, c'est une dispute, quoi. Quand on est en colère, souvent, on parle plus fort, quoi. Ouais, ok. Et vous vous sentez comment dans ces moments-là? Mal, je sais pas, à votre avis, vous êtes bien disputé? Oui, bien sûr, mais on peut ressentir de la colère ou de la peur. Il peut y avoir quand même différents sentiments. C'est pas agréable, oui, c'est sûr. Et par après, vous arrivez à en reparler? Non. Moi, j'ai trouvé trop bien parce qu'elle est restée tellement normale. T'as pas du tout perdu tes moyens. T'as pas imité son émotion, en fait. T'as quelqu'un de mal à l'aise en face de toi et toi, tu deviens mal à l'aise. T'es restée hyper ouverte en mode, ok, écoutez, nous, on est là pour ça. Voilà, t'es restée dans ton rôle sans te renfermer toi aussi. Et puis, justement, t'as hyper bien banalisé, pas banalisé, mais mis la dame dans le tout le monde et pas dans le... mais tu l'as sortie tu l'as mise au milieu de tout le monde. Et votre fille, elle est témoin dans ces moments-là Non, elle est dans sa chambre. Après, peut-être qu'elle entend un peu des fois qu'on se dispute, mais bon, je sais pas, encore une fois, comme tout le monde. Ouais, bien sûr. Il y a d'autres parents qui se disputent. Ouais. Mais je suis pas en train de dire que c'est quelque chose d'anormal. Et effectivement, c'est quelque chose qui touche énormément de gens. Après, c'est quand même peut-être qu'on essaye de voir ensemble qu'est-ce qui est les limites qu'est-ce qui peut être acceptable pour vous et comment vous arrivez à appréhender la suite, la relation avec votre conjoint, juste pour que ça détériore pas votre relation. Mais ça détériore pas notre relation. On se dispute, quoi. Voilà, ouais. C'est vraiment le processus de la dame. Et le mécanisme de défense, il va pas lâcher comme ça d'un coup, en fait. Et tu lui permets d'ouvrir un bout, et petit à petit, il faut un peu de temps. Et c'est là où on revient sur l'histoire du rythme, où nous, en tant que promotrices de la santé, on a peut-être envie d'aller plus vite que ce que peut faire la dame. Et peut-être qu'elle a juste pas conscience que ces disputes... Parce que, est-ce qu'une dispute, en tant que telle, c'est de la violence ? C'est quoi la différence entre une dispute et de la violence verbale ou de la violence physique ou conjugale ou psychologique? Il y a un rapport de domination. Il y a un rapport de domination, il y a quelqu'un qui prend l'ascendant sur l'autre. Dans une dispute, les deux se fâchent, les deux s'échangent, montrent des émotions peut-être négatives, on hausse le ton, on s'échange, voilà, mais on est d'égal à égal et il n'y a pas l'un qui prend l'ascendant sur l'autre. À partir du moment où il y a un décalage, il y a des actes qui prennent une forme de domination, d'emprise et exercée sur une autre personne. Et là, on va revenir un peu sur notre situation. Ça n'a pas trop mal marché quand même, cette histoire de roulette. Tu as réussi à avoir pas mal de choses. T'étais dans quel type de questionnement ? C'est juste... en fait, j'aurais dû peut-être là demander plus qu'elle décrive peut-être j'avais besoin de plus de témoignages, c'est ça en fait. C'est quoi qu'on aimerait dans ce témoignage ? Des faits objectifs de violence tels que décrits dans la loi pour qu'on parle de la même chose et que c'est pas mon jugement, c'est pas ton jugement, c'est pas du ressenti. Factuellement, là ce que vous me décrivez, au niveau de la loi, au niveau de notre cadre collectif de société à nous, ça s'appelle de la violence. Et c'est quoi le pas suivant, une fois qu'on a dit ça ? Qu'est-ce que ça lui fait ressentir à ce moment-là d'entendre le fait que ça rentre dans un contexte de violence, ce qu'elle décrit ? Comment c'est pour vous ? Une question du genre, quoi. Pour, de nouveau, lui redonner la balle, parce que, comme je vous disais avant, peut-être que cette femme-là,
c'est la première fois de sa vie qu'il y a quelque chose dans son esprit qui dit « mais en fait, ce que je vis au quotidien, ça s'appelle de la violence ». Ça peut être un gros choc, quoi. Donc il faut le temps d'assimiler l'info, quoi, avant de se dire « ok, tout de suite, je vais faire quelque chose ». Et ensuite, on va informer la personne de ses droits, des ressources, du réseau, etc. Un peu le scénario et qu'on reprenne un petit peu à ce moment-là. On est autour de cette roulette. Oui, il y a des disputes. Puis là, on continue et on amène un peu ce qu'on vient de faire. Hein. Alors, qui a envie de continuer ? Qui a envie de continuer le scénario ? Qu'est-ce qui vous retient ? Moi, je crois que j'ai pas le savoir pour ça. Okay. Et vraiment, genre, je me sens pas du tout de me dire ok, je vais l'informer, je vais me sentir bancale dans ce que je lui raconte, je vais. C'est dans ce sens-là. Vraiment. C'est pas le fait de passer, mais. On pourrait faire complètement le parallèle entre ce que vivent les étudiantes et, en l'occurrence, la situation de ce matin où justement c'est une femme qui est recroquevillée sur elle-même et qui ne veut pas rentrer dans la communication et donc pareil, qui quelque part ne veut pas rentrer dans l'arène de la consultation et de l'anamnèse. Et là, on se retrouve avec la même chose nous-mêmes devant les étudiantes qui ne veulent pas entrer en matière avec nous et quelque part sont aussi dans cette posture un peu de fuite pour pas avoir à passer. Cet inconfort qu'elle vivait en disant « ouais, mais moi finalement je sais pas trop si je saurais mobiliser les bonnes choses au bon moment, je sais pas trop si je saurais trouver les bons mots. » Enfin, tout cet inconnu et cette sensation d'être un peu comme un funambule sur son fil par rapport à cette thématique. Et donc là, c'est très intéressant de peut-être faire une mise en abîme ou de leur proposer ce regard-là. En leur disant, est-ce que peut-être vous pouvez imaginer que la patiente, peut-être, elle ressent ça aussi quand on aborde cette thématique et tout ça, elle sait pas trop jusqu'où elle peut se livrer, jusqu'où elle peut pas et quel risque elle prend et que si elle ne nous livre pas directement quand on lui pose la question, est-ce que vous êtes concerné par les violences, elle nous dit pas oui, bien sûr. Peut-être que c'est juste l'expression de ce que vous ressentez là à l'idée de devoir aller dans l'arène, si je peux dire ça comme ça. Tu y retournes, Lisa ? Oui, je retourne. Enfin, j'essaye. Mais... Merci. Donc, vous me disiez que, du coup, comme tous les couples, en fait, vous vous disputez. Oui. C'est bien ça. Est-ce que vous seriez d'accord de me décrire un peu comment ça se passe dans l'idée où, en fait, les disputes que vous vivez ne seront pas les mêmes que celles que moi je vis, qui ne seront pas les mêmes que la patiente d'avant vous, que j'ai vue, peut vivre. Donc, pourquoi je vous raconterais nos disputes, en fait ? C'est dans l'idée de comprendre comment ça se passe pour vous, en fait. Et pour votre couple. Okay. C'est en rapport avec cette roulette-là, en fait, que vous avez lu avant. C'est de savoir s'il se passe des choses qui sont décrites là-dessus ou c'est pour en fait que je puisse avoir une idée de quelle est votre limite à vous dans la dispute. Du coup, c'est des disputes normales. Enfin, je sais pas comment vous dire. Voilà, il rentre, il est pas content des fois parce que effectivement, j'ai pas réussi à faire ce qu'il m'avait demandé ou j'ai pas encore réussi à terminer le repas. Et puis voilà, il est pas content et on se dispute à ce sujet. Voilà, des trucs comme ça.
D'accord. Et est-ce que vous avez des exemples de ce qu'il vous dit? Des mots en particulier ou... Je sais pas, t'es nul, t'as pas réussi à faire ça, j'en peux plus, tu gères pas. Après, c'est vrai, enfin, c'est pas du tout démesuré. C'est effectivement, lui, il travaille toute la journée, il a beaucoup de pression, de stress. Je sais ce que je dis, moi aussi, j'ai bossé dans une banque. Et c'est, effectivement, moi, je peux pas nier que je suis très fatiguée, que j'ai du mal à tout assumer. Et puis, il rentre le soir et puis ça l'agace. Et je comprends complètement. Je sais. J'ai du mal à changer. J'ai du mal à toujours faire bien. Et du coup, vous, quand il vous dit ça, quand il vous dit que vous êtes nul, que vous gérez pas... est-ce que le sentiment que vous ressentez, c'est de la culpabilité ou pas du tout? Est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Oui, je me sens coupable, je me sens nulle. Vous me sentez nulle. Et puis... C'est bizarre, on va s'arrêter là à cause de l'heure. Heureusement. Comment c'était pour toi? Elle m'a dit beaucoup de choses en fait. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'elle dise autant de choses du coup, mais elle m'a dit que quand il rentrait du travail, il était en colère parce qu'en gros, elle gérait pas à la maison. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là, là, je sais pas si c'est assez d'éléments, mais là, selon la loi, c'est une forme de violence verbale? C'est quoi une forme de violence verbale? Le fait que son conjoint il lui crie dessus parce qu'il n'est pas content en rentrant. Il la rabaisse. Qu'est-ce qu'elle vous a dit qui vous permet d'identifier que oui, ok, ça entre dans le cadre violence verbale? Parce qu'il y avait de l'humiliation quand il lui dit qu'elle est nulle et qu'elle ne remplit pas les attentes. Exactement, tout à fait. Et donc du coup, vous n'avez pas besoin de creuser plus en fait. De toute façon, ce qu'elle vous a déjà dit, ça suffit à savoir que oui, on est par rapport à notre objectif de départ, ok, j'aimerais dépister, savoir est-ce qu'il y a de la violence ou est-ce qu'il n'y a pas de violence. Eh bien oui, on a la réponse, il y a de la violence avec la définition légale de la violence par rapport à ce qu'elle nous a dit. Donc en fait, on n'a pas besoin de creuser et surtout dans le cadre d'une consultation sage-femme où on est limité dans le temps et où on aimerait justement pouvoir donner cet accompagnement à des personnes qui sont vraiment spécialisées, qui ont du temps exprès pour ça, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on a du temps pour dépister, mais on n'a pas du temps pour traiter le problème des violences. Pour que finalement notre dépistage il soit vraiment efficace, l'idée c'est qu'il puisse vraiment y avoir des actions qui sont mises en place pour aider et soutenir cette personne. Et donc, comment je peux m'y prendre pour que la confiance que j'ai créée là, dans cette consultation-là, avec cette personne-là, elle puisse être à minima transmise à mes collègues plus spécialisés qui vont, elles, accompagner cette personne peut-être sur le plus long terme ou en tout cas de manière plus spécifique que ce que moi je peux faire dans ma consultation sage-femme. Merci à toutes de vous être prêtées à ce jeu. Un mot avec quoi vous repartez aujourd'hui? Que notre base de sécurité, c'est de pouvoir nommer le cadre légal. Le mien, c'est vraiment de donner du sens à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on dit et aux questions qu'on pose. Toujours se remettre à la hauteur de la dame et de lui faire entendre, d'essayer de lui faire entendre en tout cas qu'il n'y a pas de jugement et que justement, cadre de sécurité légal, mais que c'est pas mon avis sur votre vie. Voilà. Moi, je dirais aussi donner du sens. Et puis, je retiens surtout le truc d'Amélie au début de dire je vais vous poser des questions. Si vous ne comprenez pas pourquoi je vous pose telle question, vous me le dites et puis je vous explique de l'annoncer dès le début. Pour moi, je pense de bien toujours avoir en tête les objectifs de qu'est-ce que je veux obtenir pour rester dans une posture où je me sens en confiance et être sûre de ce que je fais. Moi, je ferai attention à comment j'utilise le terme de victime et puis de ne pas oublier aussi les auteurs et les témoins. Merci beaucoup pour votre participation active sur cette thématique pas simple. Et voilà, petit à petit, vous allez trouver
vos trucs et vos astuces pour vous aider en fait, d'avoir des éléments pour vous aider à cheminer dans ce type de consultations qui sont des consultations très compliquées, très complexes. Merci. Un grand merci aux étudiantes et enseignantes de cette séance pour leur participation à cet épisode. Merci aussi à Lucie, comédienne, et à Patricia Picciotino, Damien Leroux-Villois et Ludovic Lacroix du Centre interprofessionnel de simulation à Genève. Et enfin, merci à Grégoire Bercier. Vous retrouverez le lien vers la Love Boussole de la Fondation Profa dans le descriptif du podcast. Herztöne, battement de cœur. Le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes.